Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Rencontre. Voilà, ces derniers mois, mes amis français me posent de plus en plus souvent des questions sur la mer de Chine méridionale, alors que les Philippines viennent d'intenter un procès à la Chine auprès du Tribunal international d'arbitrage de la Haye. Il est à noter que l'affaire sera traitée non pas par la Cour internationale de justice, qui constitue l'organe judiciaire principal de l'ONU, mais par le Tribunal international d'arbitrage qui siège à La Haye et qui ne dépend d'aucune organisation internationale et qui n'est donc pas ni légitime ni transparent. Le verdict de ce tribunal sera bientôt rendu public. Par ailleurs, les multiples apparitions des forces navales américaines dans les eaux de la mer de Chine méridionale donnent lieu de temps à autre à des rencontres impromptues avec la marine chinoise, accroissant ainsi considérablement les risques d'incidents militaires. Alors, la situation tendue en mer de Chine méridionale aiguise l'appétit des médias dans le monde entier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est ce que nous allons essayer de comprendre avec mes deux invités. Professeur Ting Yifan, politologue et économiste, et professeur Li Tan de l'Institut de diplomatie de Chine. Voilà, avant de commencer notre discussion avec mes deux invités, je vous invite à regarder un petit reportage sur un débat justement entre les experts chinois et américains sur cette question. Depuis des décennies, la zone de mer de Chine méridionale connaît la paix, mais aujourd'hui, les experts chinois et américains craignent que la zone devienne le théâtre d'un conflit militaire. Because of some hawk school, so hawk persons, both of our two countries, United States and China, they pretend to produce a crisis of South China Sea. We have not heard enough from the civilians and maybe heard too much from the military on the United States side. L'Institut Chongyang d'études financières a sponsorisé ce dialogue avec une organisation américaine, la Fondation Carnegie pour la paix internationale. L'objectif, calmer les tensions en mer de Chine méridionale. Le symposium avait lieu juste une semaine avant que la Cour permanente d'arbitrage de La Haye ne statue sur les revendications territoriales présentées par les Philippines au sujet des îles Nansha en mer de Chine du Sud. Manille et Beijing ont tenté à plusieurs reprises de résoudre les revendications sur l'archipel, connu sous le nom d'île Spratly aux Philippines. Mais les Philippines ont déposé un recours contre la Chine en 2013. La Cour est composée de 5 juges qui vont décider si les territoires revendiqués par les deux pays en mer de Chine méridionale sont des rochers ou des îles. Les rochers permettent de revendiquer une souveraineté de seulement 12 miles nautiques face à ces côtes, alors que les îles permettent de revendiquer 200 miles nautiques face aux côtes. There's a high likelihood that many of these features are going to be declared not islands. They're going to be called either rocks or low tide elevations. Both islands are rocks or even low tide elevations belong to China. So it doesn't matter whether it should be viewed as islands or rocks or low tide elevations. Wu Shotsun dirige l'Institut des études sur la mer de Chine méridionale. Il affirme que les droits historiques de la Chine sur la mer de Chine du Sud remontent à plus de 2200 ans. Pour identifier ces eaux territoriales, la Chine a commencé à utiliser une ligne en 9 traits sur les cartes en 1946. Des navires de guerre américains ont commencé à croiser en mer de Chine méridionale, prétendument pour protéger la liberté de navigation le long des routes commerciales. Mais Beijing accuse Washington de faire monter les tensions dans la région. Voilà. Apparemment, cette question devient tout d'un coup un point chaud de notre planète, mais auparavant, personne ne parlait de problème de la mer de Chine méridionale. Alors, professeur Ting, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout d'un coup cette question est devenue un point chaud de notre planète? Oui, mais si la mer du Sud n'a pas été l'objet de l'opinion publique internationale, ce n'est pas parce que
il n'y avait jamais de conflit ou de dispute. C'est autre chose. Mais autrefois, il y avait de petites frictions, des disputes entre les pays riverains, entre la Chine et les pays riverains, etc. Mais cela a été toujours terminé à l'amiable. Donc il n'y a jamais eu vraiment de conflits majeurs, des problèmes majeurs. Et le problème de la mer du Sud est devenu un problème majeur à cause des États-Unis. À cause des États-Unis. À cause de ce qu'on appelle la stratégie américaine du retour en Asie ou en Asie-Pacifique. En 2010, un think tank, donc une institution de recherche au service du gouvernement américain qui s'appelle RAND, a publié un rapport d'études sur les relations sino-américaines. Pas seulement sur la mer du Sud, mais sur les relations sino-américaines. Et il a mentionné... Et le rapport dit qu'en fait, c'est l'année où la Chine, du point de vue de la production industrielle, a dépassé les États-Unis. Donc le rapport dit que les États-Unis, aujourd'hui, ne peuvent plus faire face à la Chine ou à l'émergence de la Chine, aux défis de la Chine, tout seuls. Les États-Unis ont besoin d'assistance dans la région pour essayer de mobiliser nos alliances. Donc c'est une question pour les États-Unis, c'est l'hégémonie dans la région. Les États-Unis disent que puisqu'on ne peut plus s'affronter à la Chine tout seul, on va mobiliser nos alliés. Ils disent heureusement les alliés. Dans la mer du Sud, à la mer de l'Est, avec le Japon, etc., nous avons des alliés qui ont tous des frictions, des disputes territoriales ou de eaux territoriales avec la Chine. Donc, il est dans l'intérêt des États-Unis de pousser en avant ces petits pays pour qu'ils absorbent, pour qu'ils affaiblissent la capacité de la Chine, de façon à ce que dans l'affrontement entre les États-Unis et la Chine, les États-Unis pourront gagner des avantages. C'était ça. Mobiliser des loups pour attaquer le tigre. Bon, alors, professeur Li Tan, alors, justement, pourquoi, sous prétexte de liberté de navigation dans ces eaux internationaux, alors, apparemment, les Américains, comme professeur Ting avait dit, c'est en fait pour disputer l'hégémonie de la région. Est-ce que c'est aussi votre analyse? La liberté de navigation, ça n'a jamais été un problème dans la région. Donc, à mon avis, c'est un problème inventé, donc complètement faux. Derrière cette question, il y a sûrement un calcul géostratégique et géopolitique de la part des Américains. C'est très clair. Donc, comme ce qui a été indiqué tout à l'heure par le professeur Ding, c'est pour contenir la Chine, une nouvelle politique de containment, donc pour affaiblir cette montée en puissance de la Chine dans la région, avec la création d'un nouveau point chaud dans la région. Les États-Unis ont admis dans le passé qu'ils ne prennent pas de position sur les litiges territoriaux. Il a dit quand il y a un conflit territorial entre la Chine et d'autres pays, il devait être neutre, voilà. Il se dit neutre. Mais aujourd'hui, cette neutralité a été mise en question par les Américains eux-mêmes, donc par un pays qui n'a pas signé lui-même la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Oui. Quelqu'un qui n'a pas signé une convention et demande aux autres de la respecter, c'est assez extraordinaire. Voilà. Alors, quand on regarde le plan, c'est une question franche, c'est effectivement la mer de Chine méridionale est très loin de la Chine continentale. Pourquoi, de quelle raison la Chine dit que c'est la mer cette mer appartient à la Chine? D'abord parce que la mer de Chine n'est pas territoire de la Chine. Parce que la mer de Chine, comme dit, dans beaucoup de domaines, est une mer libre. Est une mer où on assure la liberté de navigation, les flottes étrangères peuvent entrer sans problème. Mais autour de la mer de Chine, il y a des îlots, il y a des rochers, il y a des petites îles qui étaient utilisées par des pêcheurs chinois, qui étaient reconnus par des pêcheurs chinois pour des tas de raisons.
Et en droit international de mer, il y a une tradition, c'est que le droit historique est respecté. Et les droits chinois ou des pêcheurs chinois dans la région ont été reconnus depuis des centenaires, sinon millénaires. Donc, c'est à cause de ça qu'il s'appelle la Chine de mer, la mer de Chine. De ce point de vue, eh bien, le droit de la Chine dans la région est un droit historique. D'autant plus que ce droit historique a été reconnu par une puissance européenne, la France. La France. À l'époque, l'Indochine, toute cette partie-là, était colonie française. Oui. Donc, la France devait négocier la démarcation des eaux territoriales, de même que la séparation des territoires entre l'Indochine et la dynastie des Qing à l'époque. Et il y a eu un accord entre la France et la dynastie des Qing sur la ligne de démarcation d'abord des territoires, puis des eaux territoriales. C'était d'abord la mer de Chine et les îlots. Les îlots a été démarqué par une grande ligne, pas séparée, mais une ligne continue. Une grande ligne continue. Oui, j'aimerais bien y ajouter un point. Oui. Donc, il est très clair que la souveraineté territoriale chinoise sur les îlots et les récifs en mer de Chine méridionale et ses droits dans cette région sont fondés d'abord sur l'histoire, puis sur la loi. Donc, du côté de la loi, il faut penser à quelques textes fondamentaux qui sont à la base de l'ordre international de l'après-guerre. Pensons d'abord à cette fameuse déclaration du Caire. Du Caire, oui. Du Caire, et puis la proclamation de Potsdam. Dans ces textes fondamentaux, il a été déclaré et réitéré que les territoires occupés illégalement par l'Empire japonais, comme ces îles ou récifs en mer de Chine méridionale, doivent être redonnés, récupérés par la Chine après la guerre. Donc, c'est un droit, ce sont des droits qui sont en même temps fondés sur l'histoire, parce que c'était les Chinois qui étaient les premiers à découvrir, à nommer et à exploiter, utiliser ces îles ou récifs. C'est aussi des droits fondés sur la loi, donc internationalement reconnus. C'est historiquement ou selon le droit international, la Chine a le droit sur ces îlots, ces mers. Mais pourquoi les Philippines ont intenté un procès contre la Chine? Et surtout, qu'est-ce que c'est ce tribunal international d'arbitrage de la Haye? Oh, c'est une histoire un peu compliquée et bizarre. Parce que un peu compliqué et bizarre. Parce que, en fait, théoriquement, entre les Philippines et la Chine, on a eu des fois des négociations, etc., sur la dispute des eaux territoriales. Et puis, les deux parties se sont conclus qu'il faut résoudre d'abord les problèmes par des négociations bilatérales. Négociations bilatérales. Puis, un beau jour, les Philippines ont décidé d'aller au tribunal international. En fait, d'abord, c'est une promesse qui a été brisée du côté philippin. Donc, si un accord est brisé unilatéralement par un côté, eh bien, il n'a plus de droit. Il n'a plus de droit de force. Oui, donc, la Chine a exprimé la position de ne pas accepter l'arbitrage de ce tribunal. Parce que les Philippines n'ont pas tenu leur engagement, n'ont pas poursuivi la négociation bilatérale avec la Chine, et les Philippines ont décidé de recourir à un autre moyen qui n'est pas reconnu par l'autre partenaire. C'est-à-dire introduit une troisième force pour imposer un arbitrage pour la Chine. Alors, qu'est-ce que c'est ce tribunal? On confond très souvent ce tribunal d'arbitrage qui siège aussi à La Haye
à la Cour internationale qui dépend de l'ONU. Ce n'est pas la même structure du tout. Donc, Mais le tribunal les médias arbitral confondent souvent. n'est pas du tout un composant de la Cour internationale de justice, qui est lui-même un organisme onusien, donc reconnu par le droit international, pour qu'une sentence arbitrale soit valide. L'une des conditions préalables est que les deux parties engagées reconnaissent en même temps la validité de cet arbitrage. Mais ce n'est pas le cas du dossier de la mer de Chine méridionale. La validité de ce tribunal arbitral n'a jamais été acceptée et reconnue par la partie chinoise. C'est à cause de ça que le côté chinois disent que c'est illégitime. Ils n'acceptent jamais et ils ne participent pas aux travaux de ce tribunal. Entre les Philippines et la Chine, ils ont commencé depuis très longtemps des négociations bilatérales. Ils sont arrivés dans le temps, en 2002, par une déclaration commune de tous les membres de l'ASEAN et de la Chine de résoudre ce problème par la voie de consultation et de négociation. Donc une fameuse déclaration de la conduite des parties. Voilà, aujourd'hui, cet acte des Philippins peuvent être considérés comme une rupture de ce processus de négociation diplomatique entre les Philippines et la Chine. Donc, sans le consentement de la partie chinoise, toute décision de ce tribunal peuvent être considérées comme invalides. Un autre point, c'est que selon la Convention onusienne sur le droit de la mer, cette convention ne s'applique pas aux litiges territoriaux qui peuvent déchirer les pays signataires de cette convention. Et c'est dans ce contexte et dans cette condition que la Chine a inclus à cette convention, quand elle a signé la convention, cette clause d'exclusion de toute forme d'intervention de la tierce partie pour résoudre ces conflits territoriaux, ces litiges territoriaux avec les autres pays. D'accord. Bon, la question me vient naturellement, c'est que pourquoi les Philippins ont rompu leurs négociations avec la Chine et au recours de ce tribunal un peu bizarre, comme vous l'avez dit. On voit bien l'ombre des Américains dans cette affaire-là, parce que ils sont poussés par les Américains. D'une certaine manière, les Américains avaient une présence militaire importante aux Philippines. Oui, ça tout le monde connaît. Il y avait des bases navales, des bases militaires, aériennes, etc. Les Philippines avaient, d'une certaine manière, soutenu la présence militaire américaine dans la région. Puis, la base était retirée, et plus ou moins chassée par les Philippines, etc. Et aujourd'hui, le prétexte est très bon. Ou trop bon pour les Américains pour ne pas en profiter. Donc, du coup, ils en profitent pour pousser les Américains, pour pousser les Philippins, pour les encourager à trouver un autre moyen d'embarrasser les Chinois. De ce point de vue, le droit des Philippines dans la mer du Sud n'est pas garanti par la loi internationale. Parce que les Philippines étaient d'une certaine manière une ancienne colonie des Américains. Et il y a des textes internationaux de droit qui signalent clairement la ligne de démarcation du territoire des Philippines. Et les îles réclamées par la Chine se situe en dehors de la ligne de démarcation des Philippines. Donc il devait être clair. C'est ça. Sur le plan du droit, il n'y a pas de doute que le territoire des Philippines était limité en dehors des îlots chinois. D'accord. Bon, comme pays, les Philippines n'ont rien à tirer de ce processus d'arbitrage. Par contre, ce sont les Américains
qui peuvent réaliser partiellement leurs objectifs stratégiques dans la région. Par exemple, comme si la force navale et aérienne a été en quelque sorte expulsée par les Philippins dans le temps de leur base militaire aux Philippines. Aujourd'hui, les Américains peuvent revenir en toute gloire et en tout honneur sur ces anciennes bases militaires. Voilà donc un retour de la force militaire américaine dans la région, un objectif stratégique pleinement réussi pour le côté américain. Voilà donc ce sont mes analyses voilà, de la portée stratégique de cette affaire. Ça ne profite pas en fait aux Philippines. Non, pas du tout. Pas du tout. Oui, pas du tout. c'est peut-être Ils n'ont à rien cause à de tirer ça. C'est à cause de ça que le président récemment élu a déclaré qu'il veut venir en Chine justement négocier à nouveau. Avec la Chine. Mais après la publication de verdict de ce tribunal. Pourquoi après? Alors si le verdict publié, si la Chine refuse, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qui va se passer le jour où le verdict sera rendu public? Il ne faut pas oublier que les Américains essaient d'intervenir dans la politique intérieure de tous les pays. Et de ce point de vue... Dans tous les pays, oui. Chaque fois, ils jugent l'intérêt des États-Unis. Et de ce point de vue, le verdict du tribunal d'arbitrage servirait d'un embarras aux présidents élus. En fait, quand le président élu fait face à une situation difficile. D'une part, le nouveau président veut négocier à nouveau avec la Chine pour essayer de trouver une solution. Et en plus, le nouveau président sait très bien que les intérêts des Philippines dépendent beaucoup de l'émergence de la Chine et de la paix dans la région. Donc, il n'est pas dans l'intérêt des Philippins de disputer pour un problème mineur avec la Chine dans la région et de complètement d'interrompre le processus de développement. Mais le verdict du tribunal, on suppose que, parce que vu la composition des magistrats de ce tribunal, on a toutes les raisons de penser que finalement le verdict serait au détriment de la Chine. Je ne dirais pas en faveur des Philippines, mais serait forcément au détriment de la Chine. Et cela forcément va donner un choix difficile au nouveau président. Parce que c'est tout de même une proposition ou une demande faite par le gouvernement philippin à l'égard de ce tribunal international d'arbitrage. Donc, d'une certaine manière, il doit respecter plus ou moins la continuité de la politique du gouvernement philippin. Mais en même temps, il veut aussi améliorer les relations avec la Chine. Donc c'est un choix très, très difficile à faire. C'est un grand point d'interrogation. Oui, cette fois-ci, on a vu des choses bizarres donc, autour de cette affaire. Avant que la décision du tribunal soit rendue publique, c'est prévu au 12, au 12 juillet, beaucoup de gens agissent comme s'ils connaissent déjà les résultats. Par exemple, cet avocat américain recruté par le gouvernement philippin pour ce dossier. Donc, avec ses réactions, voilà, c'est un Américain. Et puis, regardons ensemble la composition de ce tribunal, il est un avec Japonais. à sa tête un Japonais, avec des membres qui ont été sélectionnés par ce Japonais, parce que la Chine ne reconnaît pas la validité, donc la légitimité de ce tribunal. Voilà, donc pour un tribunal juridiquement fondé nulle part, pour une décision arbitrale qui n'a aucune validité juridique, cette sentence, ce verdict, selon l'ancien conseiller d'État chinois, M. Dai, qui a participé à ce dialogue qui vient d'avoir lieu tout à l'heure, qui a eu lieu à New York,
L'ascendance, ce n'est qu'un papier de déchet, donc aucune validité. Ça, c'est une chose, mais l'autre chose, qu'il est inévitable que certaines puissances politico-militaires souhaitent en profiter pour créer des difficultés à la Chine. Donc, en même temps, la Chine a manifesté la plus grande retenue dans son traitement de ce dossier extrêmement sensible et dangereux, mais il ne faut pas exagérer sa portée stratégique dans la région. Mais de l'autre côté, il ne faut jamais douter de la détermination de la Chine de préserver ses droits légitimes dans la région. Cette force politico-militaire, c'est les États-Unis, disons-le. Si l'ancien Premier ministre chinois ne peut pas le dire, nous pouvons le dire. Bon, les États-Unis, bon, on connaît son rôle dans ce conflit. Alors, quelles sont les positions des Européens? En fait, normalement ou théoriquement, les Européens sont neutres à l'égard des disputes à la mer de Chine. Mais de plus en plus, les États-Unis sont en train de créer une situation où la Chine et les États-Unis s'affrontent à la mer de Chine. Donc, il faut choisir les soit Européens, parmi vous, soit parmi... C'est ça, les Européens sont des alliés politiques et militaires des États-Unis en Europe. Mais depuis la guerre en Afghanistan, la guerre en Irak, etc., les États-Unis, dans tous les conflits du monde, les États-Unis essaient d'entraîner les Européennes au nom de l'OTAN dans les affaires. Mais ils n'ont pas réussi tout le coup. Par exemple, la guerre de l'Irak. C'est ça, ils n'ont pas réussi tout le coup. Mais ils ont réussi, mais même pour le cas de la guerre en Irak, ils ont réussi à diviser l'Europe pour en faire une partie de l'Europe ancienne ou de l'Europe nouvelle, etc. Et là-dessus, je pense que probablement sur la dispute de la mer du Sud, les Américains vont encore utiliser cette méthode pour entraîner les pays européens, entraîner les alliés dans cette dispute. Et de ce point de vue, je pense que l'opinion publique, soi-disant l'opinion publique, c'est-à-dire les médias, etc., diffuse des informations plus ou moins en faveur de la partie faible, c'est-à-dire des Philippines. Mais en fait, il ne faut pas oublier que derrière les Philippines, c'est les États-Unis. Ce n'est pas forcément une partie faible. Oui, c'est apparemment la France s'engage un peu plus que les autres pays européens. Par exemple, la France a annoncé qu'il va envoyer des bâtiments de guerre pour naviguer librement aussi sur le territoire. Dans la gestion française de ses relations avec les États-Unis, le président Jacques Chirac a été une exception. Donc aujourd'hui, si la France ou certains pays, d'autres pays européens ont haussé un peu le ton vis-à-vis de la Chine, en ce qui concerne la mer de Chine méridionale, cette alliance militaire et politique avec les États-Unis, donc une sorte d'obligation morale vis-à-vis de toute prise de position américaine. La voix européenne est loin d'être monopolisée par celle des Américains. Voilà, bon, on verra, la situation continue à évoluer. Je pense que je vais vous encore inviter pour continuer à expliquer, à analyser, parce que c'est apparemment un problème majeur. Qui va durer un certain temps, certainement, dans la région. Voilà. Merci tous les deux. Et merci aussi pour nos chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité et à la prochaine.